the new radio. Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf ? Bah, pas grand chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Si vous faites partie des fidèles de ce balado, vous savez que l'une de mes premières surprises en arrivant au Québec a été la découverte de l'existence de ce qu'on appelle des réserves indiennes. Voilà un aspect du Québec sur lequel, malgré mes précédentes visites et la préparation au grand voyage, j'avais mais alors complètement zappé l'existence. Et pourtant, quand on y pense, il est assez évident qu'entre les dinosaures et ce cher Jacques Cartier, des hommes et des femmes avaient foulé les terres du Québec. Des hommes et des femmes avaient forcément façonné les terres du Québec. D'ailleurs, j'ai depuis appris que les mots Québec et Montréal sont directement issus des langues parlées par ces mêmes hommes, par ces mêmes femmes. Aujourd'hui, il se trouve que j'habite juste à côté de l'une de ces réserves, Kahnawake, en l'occurrence. Alors, je reviens juste sur le mot réserve, parce que ça fait 3 fois que je l'ai dit depuis le début. Quel mot horrible, mais absolument horrible. Il va falloir absolument qu'on en rediscute. Et malgré cette proximité géographique, donc, avec Kahnawake, la question autochtone reste pour moi une grande inconnue. Parfois, pour reprendre une expression anglo-québécoise, j'ai l'impression que c'est l'éléphant dans la pièce. Vous savez, ce truc que tout le monde a remarqué, mais dont personne ne veut parler. Et il se trouve que depuis ces derniers mois, sans forcément tout comprendre, j'ai quand même l'impression qu'il y a des petites choses qui bougent ici ou là. Alors, il y a eu des drames. Les drames qui éveillent les consciences, je pense à Joyce Echaquan, aux découvertes qui ont été faites sur les anciens pensionnats autochtones. Il y a eu la nomination, plus joyeuse, me semble-t-il, de la toute première gouverneure générale qui est d'origine autochtone, Mary Simons. Et il y a aussi, et surtout, l'art et la culture et les voix autochtones qui me semblent se faire de plus en plus une place parmi la culture québécoise. Petit à petit, je les découvre, ces voix, je découvre les visages, et l'une de ces voix, c'est celle de Katia Bacon. Bonjour Katia. Bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien, vous? Et toi? Toi, on avait dit en aparté que on allait passer du tutoiement au vouvoiement, c'est culturel aussi bien chez Katia que chez moi, donc ne soyez pas trop surpris, ça va être comme ça. Je vais super bien, je suis extrêmement ravi de pouvoir te recevoir dans cette émission. Le sujet me tient vraiment à cœur. Première chose pour te présenter, Katia, alors je crois qu'ici on dit autrice. Ouais, enfin, il y en a qui disent autrice, il y en a qui disent auteur. Ouais. Je préfère auteur. Moi aussi, je préfère auteur, mais en fait, en France, le mot autrice, je l'avais jamais entendu. Mais ici au Québec, la plupart des femmes que j'ai vues être présentées, soit à la télévision, tout ça et tout, et qui sont auteurs, se présentent ou sont présentées avec le mot autrice, et que j'avais peur de commettre un impair. Voilà, mais je suis comme toi, et je suis incapable de dire pourquoi, mais à mon oreille, j'aime le mot auteur. Moi aussi. Je suis moins à l'aise avec le mot autrice, c'est un truc, je sais. Ça va venir, mais bon, je préfère encore pour l'instant auteur, mais c'est autrice, je sais pas, ça sonne triste. Oui, je suis assez d'accord, ça sonne fonctionnel, alors que
Bah là, non, quand on est capable d'écrire ce que j'ai lu, la nouvelle que j'ai lue s'appelle Cécile, euh, en hommage à ta grand-mère, me semble-t-il, et je l'ai lu dans le recueil de nouvelles qui s'appelle Wapke. Voilà, vous trouverez toutes les informations sur ce titre. Et de toute façon, on y reviendra un petit peu plus tard. Tu as commis donc cette nouvelle qui est assez super, et accessoirement tu es autochtone et tu es une Innu de Pessamit ou Pessamit. Oui, en fait, on dit Innu. Les Innu, U, d'accord. on prononce OU. Donc, Innu de Pessamit. Très bien, très très bien. Je le disais, j'ai des milliards de questions à te poser, mais je disais aussi en intro que c'est très étonnant. J'étais déjà venu au Québec, je m'étais forcément intéressé. C'est quand on a quand même débarqué à 5 ici avec je ne sais plus combien de valises. Donc on avait un poil préparé notre voyage, et pourtant j'étais complètement passé à côté de de l'existence de toute cette culture autochtone. Et pourtant, en me renseignant depuis, il y a quand même 11 nations. D'ailleurs, on parle des nations ou des premiers peuples, que je trouve déjà beaucoup plus joli comme terminologie. Oui. Voilà. Il y a 11 nations. Alors, je vais avoir du mal à tous les citer, parce que je suis bien incapable de les prononcer sans les écorcher. Je voudrais vraiment pas être mal poli. Déjà, je me suis foiré sur Innu. Donc, les autres, il y a des trucs, voilà. Mais il y a quand même 11 nations qui sont réparties sur tout le territoire du Québec. Ça représente, alors, je sais pas si tu auras l'info. Moi, j'ai trouvé sur Wikipédia, qui est ma base, une information comme quoi il y a 111 000 personnes qui représentent en 2019 l'ensemble des membres de ces nations autochtones. 111 000 personnes versus 8 millions de Québécois à peu près. Ouais. Ceci étant dit, je me suis laissé dire que la manière de comptabiliser n'était pas forcément, on va dire, extrêmement, parce que qui est d'origine autochtone, qui ne l'est pas, et tout, ça a l'air d'être assez flou tout ça quand même. Hein. Ouais, quand même. Je sais qu'il y en a qui se prétendent autochtones. Il y en a que c'est le contraire. En fait, ils sont pas nécessairement enregistrés, je dirais. Donc, on peut pas être sûr. Ouais, c'est ça. On peut pas être sûr. D'ailleurs, j'ai entendu une histoire l'autre jour. Je crois qu'il y a une représentante ministre ou quelque chose comme ça aux affaires autochtones au gouvernement fédéral, qui normalement, pour accéder à ce poste, doit être quelqu'un issu des communautés autochtones, et dont on s'est finalement aperçu qu'elle n'avait pas grand lien avec les autochtones, si ce n'est qu'elle a déclaré se sentir. Ouais. Voilà, hein. Ça arrive très souvent. Je dirais qu'avant, c'était plus facile pour ces gens-là de se prétendre autochtones, parce que on vérifiait pas nécessairement, et aussitôt qu'ils étalaient leurs connaissances, donc on les croyait. Donc voilà. Maintenant, on vérifie maintenant, c'est vérifiable, et bon, bah ouais, on va y arriver, espérons. j'espère que c'est vrai que ça fait. Enfin, quand je l'ai lu, je me suis demandé si c'était une blague. Voilà, nous en France, on a un, un, un faux média qui était là pour faire des fausses nouvelles mais rigolotes, hein, qui s'appelle le Gorafi. Et typiquement, c'est le genre d'information qu'on aurait pu trouver dans le Gorafi, tellement ça semblait lunaire, en se disant bah. Voilà. Oui, Bon. eh bien, ce n'est pas une blague. Mais la réalité nous rattrape toujours. Ils le font vraiment. Toujours au tout début, j'ai prononcé des mots qui m'écorchent encore la bouche. Alors je voudrais qu'on y revienne, et je voudrais que tu me donnes toi les bons mots. Alors d'abord, il y a ce mot de indien, puisqu'on m'a parlé de réserve indienne, indien. Ce mot est complètement dingue. Alors pour le coup, il m'agaçait déjà avant d'être au Québec, déjà. C'est-à-dire que, résumons quand même, on a un mec qui est monté dans un bateau, qui cherchait les Indes,
Comme ce mec était pas encore équipé de GPS et visiblement il était fâché avec la boussole ou qu'il avait 2-3 infos qu'il avait pas et tout, il arrive quelque part, il voit des gens, il fait oh super, je suis arrivé, c'est des Indiens. Ok. Mais assez vite, il se rend compte qu'il y a gourance et que non, ce ne sont pas des Indiens et que accessoirement, il n'est pas du tout en Inde. Ça s'est passé il y a quoi, à peu près 6 siècles, à peu près. Et on n'a toujours pas corrigé la boulette, quoi. On est toujours resté là-dessus. Donc les Indiens sont partout, sauf en Inde, hein, finalement. C'est totalement ridicule et je trouve ça, la manière dont est utilisé le mot est souvent un petit peu, si ce n'est insultante, on va dire pas très flatteuse. Je trouve ce mot très très moche. Quel est le bon mot à utiliser, Katia? En fait, moi, j'utilise beaucoup autochtone. Je sais que il y a les Premières Nations aussi. Entre nous, on va quand même utiliser indien. Je sais pas si je devrais le dire. Ah mais si, parce que c'est pas parce que moi je le trouve moche que j'ai raison. Je donne mon avis, mais je préfère avoir le tien. Il est plus intéressant. Mais en fait, non, je le trouve pas très beau. On le trouve pas très beau, mais c'est comme ça depuis toujours. Moi, je suis née, j'ai grandi avec ce mot-là, donc c'est facile pour nous on se reconnaît là-dedans. Je veux dire, c'est une erreur très bête, mais voilà, on a appris ça comme ça aussi, mais on ne s'identifie pas nécessairement aux Indiens. Tu vois, moi, c'est vraiment un mot qui m'a choqué. C'est un mot qui m'a choqué très vite. Et quand je me suis, l'un de mes premiers contacts avec la culture autochtone, en l'occurrence, ça a été les romans de Michel Jean. Voilà. Oui. Et je bloquais sur ce mot qui me plaisait vraiment pas et que moi, pour le coup, comme je suis juste à côté de Kahnawake, j'entends à peu près tous les jours, hein, puisque on y reviendra, mais on me dit sans arrêt d'aller faire mon plein d'essence à Kahnawake. Voilà. Mais j'avais un problème avec ce mot indien. J'étais pas non plus super à l'aise. Alors je le suis un peu plus, mais j'étais pas super à l'aise avec le mot autochtone, que je trouvais très, on va dire, technique. C'est-à-dire qu'autant le mot indien me semblait peut-être un poil insultant, le mot autochtone me semblait très technique, très administratif. Ouais, ça c'est vrai. Et en lisant mon premier roman enfin pas mon premier roman à moi, le premier roman que j'ai lu de Michel Jean, Coucoum, c'est en page 132, si je dis pas de bêtises, que j'ai trouvé ma réponse. Il parlait de premier peuple. Et j'ai trouvé ça très joli, parce que déjà ça remettait les choses à leur place. Premier, coucou, on était là avant, voilà, hein, petit rappel. Et puis il y a le mot peuple. Des hommes, des femmes, une culture. Enfin, dans ce petit mot de 6 lettres et 7 si on rajoute le S, on disait beaucoup de choses. Je trouvais ça très, très, très juste. Il n'est pas facile à caser tous les jours, mais il est tellement plus joli qu'un dieu. C'est vrai que c'est joli, premier peuple. Je l'utilise jamais, en fait. Ouais, bah, voilà. Et le deuxième mot, alors lui, pour le coup, j'ai vraiment pas trouvé. C'est le mot réserve. Ouais, moi non plus, je l'aime pas beaucoup. Ça fait, mais est-ce qu'il y a un autre mot pour l'utiliser? Parce que pour le coup, je l'entends tous les jours à la télévision, à la radio, je le lis, quel que soit dans l'activité dans l'actualité qui les concerne. Lui, pour le coup, j'ai vraiment pas trouvé d'autres mots qui définissent ces territoires. Moi, j'utilise beaucoup communauté. Très bien. On est quand même très communautaire. Il y a beaucoup d'entraide dans ma communauté, donc c'est ce que j'utilise le plus souvent. Réserve, je l'utilise pas. Je comprends. Enfin, il y a des expressions où je vais utiliser, on dit beaucoup res, comme c'est des expressions, ça fait partie. En fait, c'est les plus jeunes qui l'utilisent. C'est pour dire, mettons, t'es une res girl. Bon, c'est pas plus joli, mais bon, on se le dit entre nous aussi. Oui, bah oui, mais... Mais voilà, donc moi, c'est beaucoup communauté ou mon village, tout simplement, parce que... Ah bah voilà. Voilà, alors ça, c'est encore plus joli, je trouve.
Ça, c'est encore plus joli, voilà. Et si on pouvait parler du... Ah ouais, ça serait plus... Attends, d'ailleurs, je vais faire ça, d'ailleurs. Je vais parler du village de Kanawake à côté. Voilà. Je pense que les voisins vont me regarder zarbi, mais c'est pas grave. Non, je trouve ça tellement plus joli. Sincèrement, je le redis, moi, j'ai été choqué par le mot réserve. J'ai été véritablement choqué qu'on utilise le mot réserve pour des humains. Effectivement. D'ailleurs, j'ai fait exprès de l'utiliser dans Cécile. Oui. Bon, en fait, j'ai pas utilisé le mot réserve. J'ai fait une phrase qui disait qu'on avait réservé un endroit pour c'est vrai. pour les Inuits. J'ai vu ça. On va revenir sur Cécile dans la dernière partie de l'émission. On parlera un petit peu de l'avenir de la culture et de la place de ces premiers peuples dans la société québécoise. Parce que dans Cécile, tu t'es projeté loin. Hein. J'avais compris l'assignement. Oui, alors là, pour le coup, on est bien dedans. On y reviendra. Avant de parler de ce qu'est la place et de la place de la culture autochtone aujourd'hui au Québec, on est quand même un tout petit peu obligé de rappeler après d'où on vient. Et j'ai là aussi découvert plein de choses, à savoir alors, excusez-moi, mais il se trouve qu'elle s'appelle comme ça, la loi sur les Indiens, l'Indian Act, alors qui date quand même de 1876. Il y a déjà d'ailleurs eu un livre de Bob Joseph qui s'appelle 21 Things to Know About the Indian Act, qui est vraiment très intéressant. À l'époque, le Premier ministre s'appelle MacDonald, je crois, donc il crée cette loi, et il a des paroles, mais d'une violence. Mais j'en ai cité quelques-unes, et sincèrement, je pense que j'ai pris les plus soft. L'objectif principal de notre loi était de nous débarrasser du système tribal et d'assimiler les Indiens, à tous les égards, avec les autres habitants du Dominion, aussi rapidement qu'il était possible pour eux de changer. On sent tout de suite toute la finesse, l'amour et toute la compréhension qu'il y a dans ce verbe, et je continue. Je pense qu'une partie de tout ça a été décidée en réaction à deux perceptions. Ils sont paresseux et ils ne veulent pas travailler. Boudiou. On sent qu'on avait affaire à quelqu'un de plein. Il était quand même Premier ministre du Canada, en l'occurrence, et il a créé cette loi qui était encore en vigueur il y a si peu, qui reste partiellement, je crois, en vigueur encore. Je crois qu'il n'est jamais allé à la chasse. Alors, c'est exact. Pour les traiter de paresseux. C'est exactement ce que je me suis dit. Toi, c'est les notes qui viennent après, exactement. Parce que quand je reviens dans Coucou mais Atou, qui sont deux des bouquins de Michel Jean, il y décrit ce que sont la vie des communautés, en l'occurrence de la communauté Innu, qui sont des gens qui ont un point de chute l'été, où ils vont commercer les peaux qu'ils ont accumulés l'hiver, et qu'ils ont un point de chasse l'hiver, très éloigné, dans des conditions extrêmement rudes, avec une certaine harmonie avec la nature très, très forte. Donc, à la fois, le descriptif qu'en effet est presque effrayant, parce qu'on se dit, à l'heure actuelle, où les humains sont tous enouatés comme c'est pas possible, comment est-ce qu'on pouvait vivre aussi dur? Et en même temps, à aucun moment on ne sent de douleur, non, c'est comme ça. Et quand on a lu ça, pouvoir se dire qu'à un moment donné, quelqu'un a osé les traiter de paresseux, ouais, c'est quelque chose. Moi, c'était l'une des... Tu vois, je viens de décrire ce que j'ai compris de ce qu'était leur vie actuellement, et j'en reviens sur ce que sont aujourd'hui, je vais reprendre ton expression, les villages. Oui. Comment est-ce qu'une communauté comme ça, qui est si fortement marquée par cette alternance de vie d'été, vie d'hiver, la chasse, le commerce,
comment est-ce qu'elle peut vivre sédentarisée comme elle peut l'être aujourd'hui dans les villages? En fait, je crois que c'était très dur pour ceux qui l'ont vécu en premier. Euh, Moi, c'était déjà comme ça, mais imaginons ma grand-mère déjà, ça fait pas si longtemps les romans de Michel Jean. Ce qu'il raconte, ça fait pas très longtemps, donc on- il est à 100 ans, on le vivait encore. Ouais, c'est ça, c'est un siècle à peu près. Ouais. Oui, donc je crois que ils l'ont pris très durement quand même, se faire enlever un mode de vie comme ça. C'est pas très évident. Je crois que c'est de là les problèmes d'alcoolisme ou je sais pas, tous les problèmes qui en découlent, en fait, c'était une façon peut-être d'oublier tout ce qu'ils ont vécu. Ouais, tout ce qu'ils ont vécu. Mais c'est vrai que là, j'ai parlé que des mots de ce brave McDonald qui aurait dû se contenter d'inventer des Big Mac et pas faire de politique. Enfin, ça, c'est mon avis. Mais bon, ceci étant dit, je n'ai parlé que des mots. Maintenant, il y a les actes. Parmi ces actes, il y a... Alors, vous savez, au Québec, il y a un truc dont tout le monde est très fier. Ça fait partie des fiertés québécoises. Ça s'appelle Hydro-Québec. Alors, je ne dis pas pour toi, Katia, hein, t'es au courant, mais je dis pour ceux qui nous écoutent. Hydro-Québec, grande fierté, puisque grâce à Hydro-Québec, on est capable de produire de l'électricité extrêmement bas carbone, quasiment neutre en carbone, alors qu'à l'heure de la COP 22, 23, 24 et tout, et du réchauffement climatique, c'est un super bon point, tellement bien que maintenant, on peut arriver à vendre de l'électricité bas carbone aux États-Unis et ainsi de suite, et ça positionne le Québec plutôt bien dans l'avenir. Donc ça, c'est super chouette. C'est super chouette, mais à quel prix? À quel prix? Et ce qu'on peut lire notamment dans tes écrits, c'est que un jour on arrive, on dit ça serait bien ici de faire une réserve d'eau douce pour pouvoir mettre une centrale électrique. Il y a des gens qui habitent. C'est pas grave, on va les noyer et on va leur dire d'aller habiter ailleurs. C'est une scène que tu décris et elle est. Alors tu le dis avec des mots très doux. Mais elle est d'une violence inouïe, cette scène. Et c'est vrai. C'est vraiment vrai. Oui, en fait, ma grand-mère l'a vraiment vécu. Et elle en parle et encore, en fait, elle arrive pas à en parler comme sans émotion, en fait, même après tant d'années. Donc, elle a vraiment vécu. Ils ont inondé leur territoire, en fait. Et je crois que c'est arrivé assez. Et elle n'a pas été prévenue. Ça, je ne sais pas. En fait, c'est ma cousine qui me l'a raconté. J'ai jamais osé lui demander de la j'imagine. raconter. C'est très dur pour elle. Donc, ma cousine m'a raconté ça et voilà, c'est dur même pour moi parce que c'est ma grand-mère. Ah bah oui, non mais bien sûr. Et puis, même encore aujourd'hui, on est beaucoup à construire notre vie en essayant de la construire autour d'une maison qu'on va acquérir, qu'on va construire en espérant y faire grandir nos enfants, pouvoir revoir nos petits-enfants plus tard, et ainsi de suite. Enfin, encore aujourd'hui, notre vie est conditionnée, est organisée autour de cette cellule familiale qu'est la maison. Donc, imaginez qu'un jour, son chez-soi, on arrive et qu'on dise, non, c'est fini. Alors là, en l'occurrence, t'expliques dans Cécile qu'on lui avait prévu un plan B. Ok, mais c'était pas elle qui l'avait choisi, ça correspondait pas à son mode de vie. Enfin, c'était vraiment d'une violence inouïe. Ce qu'a vécu ta grand-mère est d'une violence inouïe. Oui, et je dirais que plusieurs l'ont vécu aussi, et même que je crois que il y a eu encore plus de violence par moment. Donc je sais pas si. Non, mais on sait qu'il y a eu. On sait, mais je l'ai appris depuis qu'il y a eu beaucoup de violence. On a, alors,
pour en rester avec les inondations d'Hydro-Québec, on a eu le chemin de fer aussi qui a été assez sympa dans le genre, où on le disait tout à l'heure que les Inuits, notamment, allaient l'hiver sur leur territoire de chasse, donc vraiment dans le grand froid, en pleine forêt. Et une année, ils avaient la surprise, en remontant la rivière ou le fleuve, de voir plein de rondins de bois qui les empêchaient, en se demandant un peu d'où ça venait. Et quand ils arrivaient à ce qui devait normalement être leur grande base, qui était comprendre, c'était jamais un camp de base choisi au hasard. C'était un endroit où ils revenaient tous les ans, de génération en génération, d'un hiver sur l'autre. On laissait des affaires sur place qu'on retrouvait. En gros, c'était vraiment la maison de l'hiver, quoi. Et là, tout d'un coup, il y avait plus rien. Parce que nous, on avait décidé que ça serait cool par là de faire un chemin de fer. Donc hop, allez, on zigouille tous les arbres et on va mettre un chemin de fer. Et tout ça sans aucune encore considération pour ceux qui étaient là avant. C'est fou d'avoir vécu ça. Le dernier truc dont il faut parler et dont tu vas pouvoir me parler aussi, qui est évoqué, ça c'est revenu dans l'actualité, ça nous permet de faire la transition avec le maintenant. Je te promets, hein, la fin sera plus festive. Après, c'est pas de ma faute, le passé a pas été que cool. Ça arrive souvent aussi, justement, de parler du passé, c'est toujours très dur d'en parler, donc mais c'est correct. Le point qui nous permet de faire le lien avec aujourd'hui, c'est les fameux pensionnats autochtones. Pensionnats autochtones qui ont aussi été d'une violence inouïe. Hein. Je te laisse raconter comment ça s'est passé ou tu veux que je m'y colle? Tu peux y aller, en fait. Parce que je sens que c'est douloureux. Alors en fait, à un moment donné, le gouvernement canadien a estimé que, et je reprends les mots de l'époque, il faut sortir l'Indien de l'enfant. Cette phrase n'a pas été prononcée par n'importe qui, c'est un officiel du gouvernement. Alors je ne saurais plus dire si c'était du gouvernement québécois ou du gouvernement canadien. Vous savez qu'on est dans un État fédéral. Mais cette phrase, elle est dite, elle est même inscrite noir sur blanc aujourd'hui au musée de l'histoire du Canada qui est à Gatineau, qui est absolument super. Ça fait partie des grandes phrases de l'histoire, pas forcément des plus glorieuses, mais voilà, il faut sortir l'Indien de l'enfant. Et on a créé une gendarmerie spécifique à l'époque qu'on a envoyée dans tous les camps de base, j'allais dire d'été, où se trouvaient les communautés autochtones. Et les gendarmes sont arrivés et en une journée, ils ont, alors j'ai dire expliquer, c'est un bien grand mot, ils ont enlevé ni plus ni moins tous les enfants à leur famille en leur expliquant qu'on les envoyait à l'école, dans un pensionnat, qu'on allait les éduquer, que c'était une chance pour eux, voilà, que tout ça allait être super bien organisé puisque ce serait évidemment des prêtres des gentils prêtres qui allaient s'occuper de tout ça. C'est un élément important puisque les communautés autochtones sont particulièrement religieuses et la caution de l'Église a beaucoup joué sur l'acceptation, on va dire, ou sur une forme de laisser-faire, même si tous les écrits qui montrent bien que c'est un laisser-faire extrêmement douloureux, mais bon, voilà. Et du jour au lendemain, on enlève tous ces enfants à leur famille. Alors évidemment, pour en mettre une petite couche, c'est-à-dire que s'il y a un pensionnat autochtone à 30 km de la communauté, c'est pas là qu'on va y mettre les enfants, bien sûr. Puisqu'il faut absolument les envoyer le plus loin possible. Donc, de préférence à l'autre bout du pays. Voilà, histoire de les mettre directement dans un avion. Alors, pour nous, aujourd'hui, on se dit, ils ont eu de la chance de prendre l'avion, c'était fun. Bon, là, c'était plutôt ambiance transport de bétail, quoi, hein, voilà. Hein. Et puis, c'est très traumatisant pour quelqu'un qui n'a quasiment même presque jamais vu une voiture ou un engin à moteur de se retrouver dans un avion. On les envoie le plus loin possible. On les envoie dans ce pensionnat autochtone. Et alors là, toute ressemblance avec des événements passés en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale n'est pas forcément totalement fortuit. Quand ils descendent de l'avion ou du bus qui les emmène à ce territoire, on leur change leur nom. Tu es le premier à descendre du bus, tu t'appelleras numéro 1.
Si vous étiez 67, le dernier qui sortira s'appellera 67. Il doit oublier son prénom. Interdiction de parler la langue autochtone, alors qu'ils ne sont qu'entre enfants autochtones. Interdiction de parler. Brimade, évidemment, sanction à chaque fois qu'on entend parler. Tous les cours visent à vous expliquer à quel point vos parents sont illettrés, sont des gens pas bien. Voilà, je vais essayer d'être soft un petit peu parce que voilà, des gens pas bien, et on essaye de vous reconditionner le cerveau comme ça. Bon, accessoirement, vous avez rien à bouffer, hein, faut pas déconner. Et puis les prêtres qui sont là, bon, faut les comprendre, les pauvres, il y a un peu trop d'enfants, quoi. Hein, voilà, il y a des petits enfants et tout, c'est tentant tout ça. Voilà, donc il y a eu des abus. J'essaye de le dire en rigolant, mais c'est là où ça nous amène à l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a eu des enquêtes, les paroles se sont déliées. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup, notamment dans les gens d'origine autochtone qui sont un peu perdus et qui sont itinérants, qu'on peut retrouver dans la capitale, beaucoup ont un lien direct ou indirect avec cette période-là, et ça a encore un traumatisme très fort. Et pourquoi ce traumatisme ? Parce que au-delà des sévices, au-delà de l'humiliation, au-delà de la négation d'une identité, il y a des morts aussi. Voilà, on peut faire simple, c'est juste il y a des morts, puisque si vous étiez malade, on vous soignait pas. Si vous deviez mourir des coups reçus ou des autres sévices qui avaient pu se passer, on n'allait certainement pas informer les parents ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y avait un rapport qui a été fait, je crois, en 2002, si je dis pas de bêtises, qui estimait entre 4000 et 6000 enfants morts dans ces fameux pensionnats autochtones, et qui était passé, d'après ce qu'on m'en a dit, relativement inaperçu. C'était un rapport administratif comme un autre, très intéressant, mais un rapport. Et qui lit les rapports ? Et cet été, des gens ont fait des fouilles sur d'anciens territoires, sur d'anciens pensionnats autochtones. Et là, c'est plus un rapport qu'on a trouvé. On a trouvé des ossements. Voilà. On a trouvé des enfants par centaines. Ça a été une onde de choc ici. Et aujourd'hui, dans pas la quasi-totalité, mais une grande partie en tout cas de ces anciens territoires, on cherche pour au moins offrir une sépulture aux enfants. C'est aussi un élément qui est raconté, et que je trouve d'une violence inouïe, qui est raconté dans l'un des romans de Michel Jean. Alors, je le cite beaucoup, Katia, tu m'en veux pas, mais il en a écrit beaucoup. Voilà, il en a écrit beaucoup. Il raconte... il raconte ce retour après la première année passée au pensionnat où les parents qui avaient vu... à qui on avait arraché 3 enfants, on leur rendait que 2. Et ils apprenaient au sortir du bus, quand ils découvraient qu'ils n'avaient que 2 enfants, que l'autre était mort. Voilà. Ils savaient pas de quoi, ils savaient pas vraiment quand. De toute façon, après tout, ils étaient autochtones, on n'allait pas les informer non plus, faut pas déconner, quoi. Ça va. Donc voilà, tout ça fait aussi que j'ai l'impression, et ça va nous emmener à quelque chose de plus joyeuse, que la société québécoise, se rendant compte un petit peu de tout ce que elle a fait subir, alors je parle de la communauté en général, de la société québécoise, parce que c'est pas ceux qui sont en poste aujourd'hui qui se sont comportés comme des sagouins il y a 80 ou 100 ans, non. Mais bon, on en est tous un petit peu les héritiers, et que se rendant compte de ça, on laisse la place à des voix autochtones, à des auteurs autochtones, de plus en plus, et notamment, et ça j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi, beaucoup d'artistes Innu, excuse-moi. Tu es d'origine Innu, oui. Enfin tu es Innu d'ailleurs, pas d'origine, tu es Innu. Oui. C'est le cas de Michel Jean. Alors, Michel Jean, j'ai cité plusieurs fois, si vous ne le connaissez pas, en France, une personnalité assez étonnante. En fait, c'est un journaliste vraiment de renom, très connu, très reconnu au Québec, et d'ailleurs aussi à l'international. Je l'ai vu plusieurs fois intervenir sur des chaînes françaises
pour donner un avis sur ce qui se passait soit au Canada, au Québec ou parfois même aux États-Unis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a parcouru le monde, mais c'est quelqu'un qui a tu son origine Innu pendant des années, c'est pas vraiment qu'il l'a tout, mais il ne l'a pas cherché à la revendiquer. Et puis c'est venu un petit peu sur le tard avec ses écrits. Et aujourd'hui, moi je trouve que c'est l'un des porte-parole. Mais il se trouve que lui aussi, il est Innu. Il y a 3 ou 4 jours, j'étais au concert des Cowboys Fringants, qui eux ne sont pas du tout autochtones. Mais en première partie, j'avais un artiste qui s'appelle Shawit, et c'était super sympa. Shawit, que je connaissais pas, je dois reconnaître, c'était super sympa. Et lui aussi, il est Innu. Joséphine Bacon est Innu. Natacha Canapé-Fontaine est Innu. En gros, nombre des voix qui portent aujourd'hui la culture autochtone sont Innu. Et puisque j'ai une Innu qui porte la culture autochtone face à moi, j'aimerais bien pourquoi ce sont les Innu qui sont au premier rang de cette bataille culturelle et artistique. En fait, je sais vraiment pas pourquoi les Inuits plus que les autres, parce que je connais beaucoup d'artistes Atikamekw aussi, Abenaki. En fait, il y a beaucoup d'artistes autochtones et qui écrivent, qui chantent, qui font de l'art en fait. Donc pourquoi les Inuits, ça, je saurais pas dire pourquoi. Toi, t'as pas remarqué ça? Parce que moi, je t'assure que ça me choque. Quand j'étais au concert et que j'ai vu la première partie, je me suis dit, tu vas voir, c'est encore un Innu. Non, mais c'est vrai, parce que à chaque fois que je trouve un artiste, en tout cas, alors c'est peut-être moi qui j'ai une sensibilité, je sais pas, mais qui m'interpelle ou quelque chose, je tombe sur un Innu. On est le peuple le plus nombreux au Québec. C'est un élément de réponse qui est pas neutre. Mais je ne sais pas pourquoi non plus. En fait, je me demandais s'il n'y avait pas une sensibilité artistique peut-être encore plus développée, puisque chaque communauté a vraiment sa propre culture, ses traditions, sa manière de vivre. Enfin voilà, il y a des vraies différences. C'est pas les autochtones d'un côté, le reste du monde de l'autre. Il y a énormément de diversité. Et encore, j'ai parlé de 11 peuples, mais j'imagine que même au sein de chaque peuple, il y a des communautés plus indépendantes qui sont aussi un petit peu différentes. Enfin, il y a une grande variété, c'est la vie, quoi. Oui, ben, comme nous à Pessamit, comme moi, mettons, je viens de Pessamit, Joséphine vient de Pessamit, mais t'as nommé Shawit qui lui vient de Maliotenam, qui est un peu plus loin que Pessamit. Ensuite, t'as Michel Jean qui lui vient de Mashteuias. Mashteuias, je crois. J'avais peur d'avoir à le prononcer. Je suis content que tu l'aies fait avant moi. Je l'ai mal prononcé en fait. Bref. Ouais, je me lance. Mashteuias, je crois. Oui, je sais pas. Oui, ça va. Hein, j'ai essayé. Que ça soit l'un d'eux qui le prononce, je le sais jamais. Mashteuias ou Mashteuias. Okay. Bon. Bref, il vient de là. Et c'est ça. Donc oui, on a chaque peuple, chaque nation a ses communautés à part, je dirais. Donc. Est-ce que toi, tu as l'impression aujourd'hui que dans ta vie, parce que voilà, on a beaucoup parlé du passé, donc parlons un petit peu d'aujourd'hui, voilà, d'aujourd'hui tout simplement. Tu l'as dit, tu viens de Pessamit, ta famille est là-bas, ta grand-mère Cécile de Pessamit, mais toi tu habites Montréal si je ne m'abuse. Oui, j'habite à Montréal. Tu as fait le choix de venir vivre à Montréal. Est-ce que tu trouves que dans la culture et la société québécoise, celle-là en tout cas qu'on peut la vivre à Montréal et à Québec, en dehors des villages, des villages autochtones, est-ce que tu trouves que la culture autochtone est à sa juste place
ou qu'il y a encore du boulot à faire, en fait? C'est sûr qu'il y a toujours du boulot à faire. C'est jamais assez représentatif, mais je trouve que on en parle encore plus. Et bien sûr, grâce aux réseaux sociaux, ça prend encore plus d'expansion et c'est pour le mieux, je crois. Ah bah oui, je crois que c'est pour le mieux, mais l'arrivée des, il y a eu une petite polémique. Alors, on va parler de Mary Simons. Mary Simons est la nouvelle gouverneure générale du Canada. Elle a été nommée très récemment par Justin Trudeau, juste avant qu'il ne décide de provoquer de nouvelles élections. C'était pas qu'un hasard. Mais sortons la politique de ça. Quand il nomme Mary Simons, c'est un geste extrêmement fort. Et je me souviens avoir vu tout de suite beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes le saluer, parce que c'est la première fois qu'on a au Canada une gouverneure générale, ou un gouverneur général, puisque c'est pas forcément une femme, gouverneur général étant le représentant de la reine d'Angleterre, because Commonwealth, au Canada. Donc c'est quand même quelqu'un d'important, et c'était la première fois qu'on avait quelqu'un qui était d'origine autochtone, et en plus, qui est bilingue, mais qui parle anglais et une langue autochtone. Donc dans un premier temps, j'entends plein de gens qui disent « Ouais, bravo, ça y est, enfin, on va y arriver et tout. » Et après est arrivée la deuxième lame qui, je dois l'avouer, était un peu plus québécoise, en disant « Bah oui, elle est bilingue, mais elle parle pas français. » Et j'aimerais bien savoir comment toi, tu l'as vécu, cette histoire où... En fait, moi, ce que j'ai trouvé là-dedans, c'est que, bon, oui, c'est un poste important pour elle, ou je veux dire, c'est un poste important au Canada, mais pour les Autochtones, c'est pas si important. Elle n'a pas de décision à prendre qui nous serait utile ou bénéfique. Donc voilà, c'est un poste pour l'image, je dirais. D'accord, t'aurais préféré un poste plus opérationnel. Ouais, en fait, il y a la nouvelle sénatrice Michèle Audette, qui quand même, ça, je trouve ça bien. C'est vrai que t'as raison. Mary Simon, c'est un poste purement honorifique. Voilà, je crois que si j'ai bien tout compris, son seul et unique boulot, enfin, j'exagère. De toute façon, je pense qu'elle écoutera pas mon podcast, donc elle m'en voudra pas. Mais je crois que son seul et unique boulot, c'est de déclencher les élections, parce que c'est elle qui a, au nom de la reine, ce pouvoir. D'où sa nomination juste avant que Monsieur Trudeau lui demande d'avoir la gentillesse de déclencher des élections, qu'il a regagné d'ailleurs depuis. Et après alors ça, j'ai trouvé ça bizarre aussi, de lire le discours du trône, où en gros c'est le discours de la politique générale de Justin Trudeau, mais que Justin Trudeau ne lit pas lui-même. Bon, je suis en train de découvrir un peu les us et coutumes du coin, j'ai pas bien compris, mais... Allez lui donner une tâche. Puisque tu es aussi québécoise, le fait qu'elle parle pas français... Je suis autochtone, en fait, qui vit au Québec. Ah, ça c'est intéressant. Tu te définis comme une autochtone qui vit au Québec. Québécois, ouais, non. Ah ouais. Et désolé pour la psychologie de comptoir. Tu te présentes comme ça par esprit de revendication de ton identité autochtone, ou plutôt pour prendre tes distances par rapport à la communauté québécoise? Bon, vous avez 3 heures. Je crois que je n'y pense pas, en fait. C'est comme ça. Je suis autochtone au Québec. Et non, je ne suis pas québécoise puisque les Québécois sont chez moi. Mais alors ça, super. Et franchement, tu fais les transitions à merveille. Il y a un autre truc qui m'étonne beaucoup depuis que je suis arrivé, et je l'ai encore entendu
il y a pas plus tard qu'il y a 2 heures, parce que avant de préparer cette émission, je regardais les infos à cause du nouveau variant patati patacouffin, à savoir si la famille pourra venir à la maison. Et ça doit être le ministre de la Santé du Canada qui vient pour faire sa déclaration. Et il commence sa déclaration en disant tout d'abord, en prélude, je reconnais que je suis ici en territoire non cédé algonquin. Ah. Et en fait, ce petit speech-là de gens qui disent voilà, vous êtes ici dans un territoire non cédé algonquin. Alors, j'ai jamais entendu Innu pour info, mais voilà, j'en ai entendu plusieurs, notamment une petite polémique récente avec le Canadien de Montréal qui, entre 2 défaites, a quand même réussi à faire parler de lui pour autre chose, et notamment le fait que maintenant tous les matchs qui sont faits à Montréal commencent par un message officiel en disant qu'on est ici en territoire Mohawk, je crois, non cédé Mohawk, où il y a toujours cette petite reconnaissance de dire bon, on va reconnaître que on n'est pas vraiment chez nous et qu'on a un peu piqué la place. Et en fait, en l'entendant ça, je me suis posé cette question que je vais te poser à toi. Est-ce que c'est une forme de reconnaissance qui va dans le sens de la réconciliation, ou est-ce que c'est un moyen de remuer le couteau dans la plaie? Bon, ça dépend. Je crois toujours en la bonté des gens, donc pour moi, ça va toujours vers la réconciliation. En même temps, ce ne sont que des paroles, donc. Oui, parce que en fait, pourquoi je disais le remuer le couteau dans la plaie? Moi, j'imagine quelqu'un qui débarque chez moi. Imaginons, il y a 20 ans, j'ouvre la porte, il y a un mec, il cherche Patrick. Il ouvre la porte, il dit Patrick, il dit non, moi c'est Jean-Michel. Ok, c'est pas grave, je rentre. Et alors lui, il va continuer à m'appeler Patrick, toi, c'est comme les Indiens. Il va continuer à m'appeler Patrick pendant 20 ans. Et tous les soirs au repas, il va dire moi je reconnais que je suis ici chez toi. Oui, c'est bien, je suis content. Si tu pouvais changer d'adresse, j'avoue que ça ferait... Enfin, peut-être qu'à bout de 20 ans, je le trouverais sympathique et je voudrais qu'il reste. Et peut-être qu'on sera super potes, hein. Et c'est peut-être ce qui se passe d'ailleurs. Mais je trouve le fait de tous les soirs te rappeler que en fait je suis là, que j'y suis bien et que je vais faire un spectacle, que je vais faire mais que je le fais et que je suis pas chez moi, je trouve ça un peu bizarre en fait. Enfin, oui, c'est bizarre, c'est très bizarre de faire ça. Sauf que, mais comme Patrick, on le trouve sympathique à force. On peut pas le mettre dehors comme ça, donc je crois que justement c'est mieux de voir ça comme une réconciliation, parce que si c'était de mauvaise foi, bon, c'est déjà fait de toute façon tout ce qu'ils ont pu faire de mal. Alors non, je vois vraiment ça comme une réconciliation. Ouais, c'est bien, tu vois le verre à moitié plein. C'est ton côté québécois. Vraiment, tu vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Si t'étais française, tu le verrais à moitié vide. Tu trouverais que ce serait pas cool de le rappeler tous les soirs. Puisque toi, tu es auteur, que tu as la liberté des mots, quand tu écris un bouquin, t'as aucune limite dans l'absolu. Tout est possible, tu pars d'une page blanche. Si tu devais noircir une page blanche avec les bons ingrédients d'une réconciliation, t'écrirais quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait? Pour bon, en fait, il faut tout d'abord reconnaître. Mm-hmm. Il faut reconnaître le passé et ce qu'il en est vraiment, reconnaître la vérité. Et bon, en fait, c'est travailler ensemble, je crois. Et en fait, on est rendu là, je vais dire, il faut vraiment travailler ensemble maintenant. Il faut pouvoir communiquer et s'accepter. Il n'y a pas... Communiquer et s'accepter. Et justement, moi, j'ai l'impression, et ce n'est qu'une impression, hein,
c'est peut-être aussi parce que mon job à moi, dans le fond, c'est le marketing et la com, donc voilà, forcément. Mais j'ai l'impression que la communication sur bien des plans, elle est un peu rompue. Et toi, En fait, c'est la confiance qui est rompue plus que la communication. Bon, en fait, je crois que ça va quand même ensemble, mais c'est vraiment la confiance qui est rompue parce que on demande on demande à être reconnu, on demande euh, c'est ça, à se réapproprier notre culture et tout. Et on nous le refuse la plupart du temps. On est considéré comme des enfants. Et c'est ce qui est c'est ce qui est frustrant pour nous, en fait. Donc, et après tout ce qu'on a vécu, ça continue même s'il n'y a pas autant de violence et tout. En fait, il y en a beaucoup. Sauf que c'est ça, c'est vraiment la confiance envers le gouvernement plus que Mais est-ce qu'il y a des actes, au-delà des mots, est-ce qu'il y a des actes symboliques qui te sembleraient importants? Je vais te donner un exemple. Moi, il y a un truc qui me semble bizarre. Je suis, bon, les auditeurs le savent, donc je suis à Saint-Constant, juste à côté, mais vraiment en bordure de Kanawake. Je ne sais rien de Kanawake. Je sais juste que l'essence, c'est pas cher. Mais à part ça, je ne sais rien. C'est comme un truc à part. Et je trouve très bizarre et très dommage que les enfants qui sont comme ma petite dernière qui est à l'école de Saint-Constant n'aient pas une initiation, une information, un apprentissage à la culture autochtone qui est à 2 kilomètres. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais en France, c'est le collège, c'est-à-dire entre 11 et 15 ans, les appellations sont pas pareilles. Je me souviens très bien j'avais des cours dits d'occitan qui en gros étaient les racines de la langue qui était parlée dans ma Charente, alors pas tout à fait natale, mais presque, de là où j'habitais, qui diffère un peu du français, mais dans lequel on retrouve des choses. Et je dis pas que c'était le cours qui me passionnait tout le temps, mais avec le temps, je me rends compte que c'est un cours qui permettait de s'ancrer dans une réalité territoriale. Et est-ce que si demain on te disait que dans les écoles du Québec, notamment partout où on est vraiment à proximité je reprends ce mot très moche de réserve, donc, d'un village autochtone, si on essayait de faire des ponts en apprenant des mots, en apprenant un peu la langue, en faisant en sorte qu'on apprenne un petit peu moi, tu vois, j'aime... Ici, c'est Kanawake, c'est pas un village Innu, mais si ça avait été un village Innu, ça aurait été cool que quelqu'un comme toi vienne à l'école, mais pas une fois, vienne à l'école tous les ans, voire plusieurs fois par an, et explique aux enfants ce qui s'est passé sur cette terre-là. Je suis très content que mes enfants apprennent ce que Cartier a fait, ce que Champlain a fait, et ainsi de suite et tout. Un peu dommage que ils apprennent pas ce qu'il y avait avant, et ce qu'il y a d'ailleurs encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas que du passé, c'est ce qu'il y a encore aujourd'hui. On a dit tout à l'heure 111 000, et encore en comptant pas forcément super bien. C'est pas rien, 111 000. C'est étonnant que le Québec, qui est tellement virulent, mais je trouve à juste titre, pour essayer de défendre sa singularité francophone au sein d'un Canada et des États-Unis où c'est 8 millions de francophones au milieu de 360 millions d'anglophones. C'est-à-dire que ils le savent, ils le ressentent, on le ressent ici dans la chair tous les jours, ce que c'est que d'être minoritaire. Et on veut être reconnu même si on est minoritaire. On se bat pour qu'en Ontario, où ça ne parle qu'anglais, on ouvre des universités francophones et tout. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la même chose ici, au Québec, envers les minorités, certes maintenant, mais les réalités autochtones? Ça serait une bonne idée ou pas?
Ça serait une excellente idée, en fait. Bon, déjà, il faudrait aussi qu'on ait nos propres cours de langue chez nous. Je veux dire, oui, on apprend la langue Innu à l'école. On a des cours, mais comme moi, j'avais des cours jusqu'à l'âge de 15 ans, mettons, disons 14-15 ans. Donc après, il n'y a plus de cours, il faut apprendre à la maison. Donc Oui. déjà, il faudrait les avoir dans nos propres écoles. Et ensuite, je crois que tout, dans le fond, c'est une excellente idée, mais il faudrait d'abord le faire chez nous. Mais tu as raison parce que à nos écoles, on apprend les mêmes, on a le même programme que les Québécois en fait, donc on n'en sait pas plus que. Et j'avais très brièvement abordé ce point-là dans une des précédentes émissions avec Éric Bédard, qui est un historien absolument passionnant, passionnant, vraiment. Et lui aussi il a fait tout un bouquin sur l'histoire du Québec. Et je lui avais fait cette remarque qu'il n'y avait pas grand-chose, grosso modo, avant l'arrivée de Champlain. De Cartier. Et pourtant, lui-même, il est bien conscient qu'il y avait des gens avant. Il m'expliquait qu'en fait, qu'en tant qu'historien, il était face à une vraie difficulté et qu'il regrettait profondément. Il dit, les peuples autochtones ont une tradition de transmission orale. Et du coup, en fait, on n'a pas les documents, les écrits, les œuvres sur lesquels nous, historiens formés tels qu'on l'est, on est habitué à travailler, on est habitué à retranscrire, à recouper les informations. On n'a pas ça. Donc, on est face à une tradition orale qui se perd, qui se dilue, qui en plus peut être nourrie aujourd'hui d'animosité, de rancœur, de choses comme ça. Et pour lui, c'est très dur. Il semblerait que ce soit particulièrement dur d'écrire, par exemple, une histoire du peuple Innu. Ce qui est forcément pas simple après pour le mettre dans des manuels d'école. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il pourrait mettre à la place, c'est le peuple, en fait, parce qu'ils ont complètement, pas complètement, mais ils en parlent que très peu dans les livres et c'est jamais bien, c'est pas grand-chose. Alors, on en apprend beaucoup plus sur le peuple français que oui, c'est vrai. autochtone. Non, mais c'est vrai. Mais moi, en tant qu'autochtone, je n'en connais pas beaucoup. Je suis en train d'apprendre aussi, donc ça va jusque-là. Mais ça, c'est fou, ça. Donc, en fait, t'as raison. De toute façon, déjà, t'as forcément raison. Mais c'est d'abord au sein de ces villages qu'il faut réapprendre enfin, pas réapprendre, mais on va dire organiser en tout cas l'apprentissage de la langue pour la sauvegarder. De la langue, de la culture. On a tous on a une semaine culturelle. Je sais pas si c'est dans chaque village, mais on a une semaine culturelle où pendant une semaine, les aînés sont invités dans les écoles et ils vont montrer leur savoir et tout ce qui est traditionnel. Ils, ils vont montrer ça aux enfants, aux plus jeunes. Mais c'est pas assez, donc il faudrait que ça redevienne un mode de vie, que ça soit pas seulement que oui, un apprentissage, mais pour que ça reste un mode de vie et non que ça soit exceptionnel. Oui, puis c'est bien qu'il y ait des écrits, c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui écrivent, alors même si il y a une grosse partie d'invention, on va y venir, mais c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui écrivent parce que je suis très intéressé par l'histoire à titre personnel, très intéressé par l'histoire et par la transmission. J'ai grandi auprès d'un grand-père qui a vécu les deux guerres mondiales en France, et notamment la deuxième où il a été fait deux fois prisonnier, où il s'est échappé 2 fois. Il était dans la résistance, mais il m'en a parlé assez peu. Comme on dit chez nous, c'est un taiseux. Il en parlait assez peu. Et je regrette beaucoup qu'il ne l'ait pas écrit. Parce que le peu qu'il m'a dit, 30, 40, ouais, à peu près ça, 30, 40 ans plus tard,
quand je le raconte à mes enfants, et j'essaye de le raconter à mes enfants, je sais que forcément j'ai oublié des mots. Je vais changer des mots. C'est plus les siens. Ils ont plus forcément la même réalité, la même justesse. Donc c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui écrivent, parce que quand tu écris, Cécile, même si il y a une partie évidemment qui est de l'ordre de l'invention, mais chacun des mots que tu as posés, quand tu choisis le mot à réserver une habitation, ce mot-là, personne ne le changera. Il sera là encore dans 50 piges. Et oui, il y a encore des gens qui liront Cécile dans 50 piges, il faut que tu le saches. Ça me fera toujours plaisir. Ah ben, j'imagine bien. Venons-en. On a parlé du présent et de la culture Innu qui est, moi je trouve très présente et de plus en plus présente et si plus t'es chouette, notamment avec des gens comme toi. Et puis il y a l'avenir. On en a un petit peu parlé en imaginant ce que pourrait être la réconciliation. Donc ça, c'est dans un univers, on va dire très, très positif. Sur ce que toi tu as écrit de l'avenir, c'est moins glope, hein, comme on dit chez moi. C'est moins glope. Première question, Cécile. Cette nouvelle donc qu'on retrouve dans le recueil de nouvelles Wapke qui veut dire demain. Tu l'as écrit quand? Je précise, est-ce que tu l'as écrit en période de pandémie? Oui. Ouais. Non, parce que je me suis dit, enfin, le personnage de Cécile dedans se retrouve bien confiné, hein, pour le coup. Voilà, c'est bien confiné dedans. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Si tu l'as écrit avant, outre le fait que c'est assez terrible, je dirais pas tout parce que faut que vous le lisiez. Voilà, faut que vous lisiez. Voilà, c'est une nouvelle. Alors je peux pas en dire trop. Hein. Déjà c'est court. Hein, va falloir écrire plus, madame. C'est court, mais je peux pas en dire tout sans révéler. Mais c'est vraiment. Ouais, c'est super sympa. D'ailleurs, tout le recueil, où énormément d'auteurs comme toi, d'origine autochtone ou d'origine autochtone, et pas forcément que des Inuits pour le coup. Voilà. Là, on a. Il y a des Wendat aussi. Ouais, alors, je sais pas si tout le monde est représenté, mais il y en a pas mal. Oui. Puis il y a un autre recueil qui s'appelle Amun, auquel tu n'as pas participé. Non. Mais qui est aussi intéressant dans le genre. Dans celui-là, dans Wapke, vous avez essayé d'imaginer ce que pourrait être l'avenir. Alors, je te demande pas de me dire ta vision de l'avenir, qui est une vision romancée et littéraire. Mais l'avenir, Katia, toi, tu le vois comment? Pour la culture autochtone et dans cette société québécoise. Ben, en fait, j'aimerais beaucoup que pour l'avenir, je souhaite en fait que la culture autochtone ait sa place et comme je veux pas que ça soit une surprise, je veux que ça aille de soi. C'est autant que la culture québécoise et je veux que ça prenne sa place en fait. Et je veux pas qu'on en parle parce qu'on justement parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Je veux que ça fasse partie des gens au quotidien. Mais en même temps, on a nos différences et c'est ce que je trouve très beau en fait. Je veux continuer qu'on continue à éblouir les gens avec nos différences. Tes différences, est-ce qu'aujourd'hui et encore plus demain, toi qui as quitté, enfin en tout cas momentanément et tout, qui vit à Montréal aujourd'hui, qui n'est plus dans ton village, est-ce que tu peux continuer à les faire vivre, à les développer, à les affirmer facilement aujourd'hui et encore plus demain dans ton quotidien? Est-ce que le fait de ne pas être dans le village te permet quand même de développer? Je crois que pour moi, c'est plus facile en fait de m'exprimer, d'exprimer cette différence ailleurs que chez moi. Ah oui. Oui, parce que tout d'abord, les gens chez moi sont, en fait, je vais parler de mon entourage, de ceux que je connais. Ils sont beaucoup portés vers
la nature, la chasse, tout ça. Comme j'ai dit, on se réapproprie nos racines, notre culture, nos traditions. Chose que moi, je ne fais pas. Par contre, moi, je défends beaucoup la langue et j'écris. Mm-hmm. Et voilà. Ici, à Montréal, c'est plus simple pour moi de parler aux gens qui sont pas de chez moi et de leur faire part de mon histoire un peu. Et je le fais un peu à tous les jours au travail avec les gens que je rencontre. Donc, t'es une ambassadrice, en fait. Peut-être. Bah oui. Être loin de chez soi, ou en tout cas ne plus être chez soi, et essayer de porter sa culture, de l'expliquer, de la montrer, et de la valoriser. Quand même, on est pas mal proche de la définition d'une ambassadrice. C'est que aussi c'est grâce au fait que je suis partie de chez moi que j'ai compris que c'était une fierté d'être Innu, parce qu'avant avec tout ce qui s'est passé, les cicatrices des gens de tout mon village, de tout mon peuple, je crois qu'il y a une période où on n'est pas très fier, ou peut-être une génération où on n'avait pas cette fierté. Moi, je voulais sortir de mon village, c'est tout, et oublier ce que c'était être autochtone, parce que c'était trop dur, c'est une responsabilité. Et donc, je voulais oublier même ma langue. Et quand je suis arrivée à Montréal, les gens trouvaient ça beau, et les gens me posaient des questions. C'est là que ma fierté est revenue. C'est super beau ce que tu dis. Pour moi qui suis un récent immigrant, ça me parle, mais avant d'immigrer au Québec, je suis un Charentais limousin, donc du petit village du centre de la France, on en a parlé avant, qui a immigré à la ville, à Paris, petite ville au demeurant. Voilà. Et comme toi, quand je suis parti, j'avais pas le choix, de toute façon, fallait que je parte, mais tellement il y avait rien à faire, il y avait rien à faire chez moi, donc il fallait que je parte, mais sans dire que j'étais content de partir. Ouais, j'étais content de prendre mes distances avec cette culture que je revendiquais pas forcément, le patois charentais, donc cette manière de parler, cette manière d'être, et petit à petit, en étant loin, je suis redevenu charentais, plus que je ne l'étais quand j'y habitais. Et je me suis, et tu vois, aujourd'hui, alors les auditeurs ne le voient pas, mais toi tu le vois parce qu'on est en visio en ce moment. Mais derrière moi, au Québec, à un peu plus de 6000 bornes de chez moi, j'ai la carte postale de mon petit village avec ma grand-mère et ma maman enfant dessus. Et je l'ai installé ici, à un âge un petit peu plus certain, au Québec. Je ne l'avais pas installé dans ma chambre d'étudiant quand j'ai fui, ou que je suis parti de mon village. Je comprends alors moi, j'ai pas les mêmes talents d'écriture, et donc je suis pas allé jusqu'à devenir. Tu t'exprimes mieux devant des gens. Ouais, mais je préférerais écrire. On est toujours comme ça. Voilà, je suis tellement admiratif de gens qui savent écrire. Mais donc j'ai pas ce talent-là pour être ambassadeur. Mais je comprends par contre ce qu'intérieurement tu peux ressentir. D'être encore plus Innu à Montréal que tu ne l'étais à Pessamit. Ouais, voilà, ça me rend plus proche de mon village, peut-être loin. C'est dingue, hein. La vie est faite de contrastes. Bon, ok, tu nous as sorti une super nouvelle qui s'appelle Cécile, comme ta grand-mère. Oui. Voilà, pas un hasard. C'est son histoire et son avenir. Je vous laisserai lire. C'est quoi tes prochains projets?
Bah, je vais dire écrire. Je sais pas si je peux en dire plus, Non, mais mais alors, sans forcément me dire, écrire. bah déjà, tu peux me dire si tu es en train d'écrire là, voilà, si les gens qui nous écoutent peuvent aller sur Internet régulièrement en disant Katia Bacon, est-ce qu'il y a un nouveau bouquin qui sort euh, Et peut-être c'est une question en rapport avec le sujet. Est-ce que tu pourrais écrire et est-ce que tu vas écrire quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec les Inuits, le Québec ou autre chose, enfin voilà, qui fait pas forcément appel à ta culture, qui fera évidemment appel par contre à ta créativité, à ton sens artistique, mais pas forcément à la culture, sur lequel ce sera pas, ou peut-être que tu lâcheras ce côté ambassadrice, un peu revendicatrice, le temps d'un roman. Est-ce que c'est jouable ou non, pas trop, parce que ça coule trop dans les veines. Non, en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai parlé de culture autochtone. Oui, bien sûr, j'aimerais écrire quelque chose, un roman, je vais dire ça comme ça, disons un roman d'amour où il n'y a pas nécessairement une culture autochtone. Ça peut être, je veux pas nécessairement qu'on se pose la question d'où viennent mes personnages. Euh, donc, c'est ça. Je veux pas que ça devienne euh, exceptionnel. Ça va être un roman. La seule chose, c'est que ça va être écrit par une autochtone. Comme, Voilà, ça fera toujours partie de la littérature autochtone parce que j'en suis une, mais je crois pas qu'il est nécessaire de justement de parler à chaque fois de, de canon, d'orignal. je, 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 je te comprends. Je te comprends. C'est vrai qu'il m'est arrivé de lire 2-3 bouquins qui m'ont beaucoup plu et qui ne parlaient pas d'Orignal. Mais ça, c'est pas pour renier quoi que ce soit, c'est juste, je veux que ça coule comme ça, en fait, c'est ma, Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que la, la victoire ou la réconciliation, quoi, appelons-le comme on veut, ça sera le jour où on aura face à nous où j'aurai face à moi une Katia Bacon que je recevrai, qui sera 100% Inou, autochtone, tout ce qu'on veut, et que je recevrai pour parler littérature sans jamais prononcer les mots Inou, autochtone, réserve, indien, enfin tout, et les autres mots moches qu'on a pu dire là, et juste parler de littérature, mais tu seras toujours une Inou. Voilà. Et oui, le ce jour-là où ça passera crème, on aura gagné. oui, C'est pour bientôt ou pas? espérons. Ouais. C'est marrant parce que alors vous avez que la voix, moi j'ai l'image. Quand j'ai l'image, je vois là on a vraiment quelqu'un de bicéphale face à nous, c'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau qui dit oui, je suis optimiste, j'ai envie d'y croire, et puis il y a l'autre partie qui la retient en disant ouais, pas si vite, hein. C'est pour gagner, gagner, gagner. Euh, bon, Je suis toujours très optimiste, en fait, mais c'est bien c'est d'être ma, optimiste et alors, je sais pas si ça va te donner du baume au cœur ou pas, mais moi j'ai l'impression que je sais pas pourquoi, quand je suis arrivé, on n'en parlait pas du tout. J'ai trouvé. Et tout d'un coup, c'est venu, alors notamment avec l'affaire on n'en a pas parlé, puis on va pas y revenir, de Joyce Echaquan, mais après il y a eu un enchaînement, et ça y est, c'est devenu un sujet. Alors souvent aujourd'hui, c'est encore comme on l'a fait aujourd'hui dans cette balado, c'est un sujet souvent un peu douloureux, mais il faut probablement en passer par là. Mais au moins, ça y est, on en cause. Tu disais qu'il faut en parler, qu'il faut se parler, c'est un début. Alors moi, comme je suis quand même français, tu vois, j'ai pas l'accent québécois très développé encore, donc je vais pas pouvoir faire grand chose, mais je suis ça de près parce que ben, c'est tellement riche. en fait, c'est ce que je trouve triste, par contre, c'est à chaque fois qu'il y a, qu'on en parle, c'est parce que quelque chose de triste est arrivé Mm. avant ça. Et ça devrait pas arriver, en fait. Euh, la semaine dernière, on a eu
la collation des grades, je crois, à l'Université Laval, et il y avait une autochtone qui graduait, qui est devenue médecin, et ça, on n'en parle pas, ce qui est très bien quand même. C'est quelque chose, c'est super. Il y en a pas beaucoup, et ça, on n'en parle pas. Mais voilà, il faut vraiment que ça soit quelque chose de grave ou de... Pas que forcément. Michel Jean, excuse-moi, on en revient. Mais quand pour Koukoum, il obtient le prix France-Québec. Oui, ça c'est... Voilà quelque chose de... Alors, en plus, autant ces autres bouquins seront probablement un petit peu plus chargés historiquement parce qu'ils couvrent des périodes, y compris le tout dernier, je crois que c'est Totiaké, le titre, je me prononce très mal et tout, mais je vous le mettrai aussi, qui s'inscrit dans l'actualité des itinérants, mais qui traite de sujets assez durs, hein, tout simplement. Mais Koukoum, par contre, moi j'ai lu Koukoum en apprenant un mode de vie en même temps que son personnage, qui est son arrière-grand-mère, Almanda, apprend la culture Elusinou, et je l'ai lu comme un roman d'amour. Voilà, qui avait été placé là. Très sincèrement, j'aurais pu le lire sans savoir que l'auteur était Innu. Et c'est un bouquin qui a eu un prix France-Québec, donc qui est pas un prix neutre ici, et c'est un auteur qui, il y a pas si longtemps que ça, était encore en Allemagne, ou je crois, en train de faire des salons, et il porte, comme toi demain tu le feras avec tes prochains bouquins, il porte cette culture, et pas que donc pour des choses négatives, aussi pour faire rayonner positivement des éléments culturels. Là. Non, on va terminer ce balado sur une note positive. Ça s'en vient, Katia, tu vas voir. Oui, j'ai espoir. Je te remercie énormément de m'avoir accordé tout ce temps pour parler de ces sujets-là. Ça me fait vraiment plaisir. En fait, merci à toi d'avoir pensé à moi. De rien, merci à toi d'avoir écrit Cécile. C'est de ta faute, après tout, fallait pas. C'est à cause de ça que t'es tombé dans ce traquenard. Voilà. Merci à ma grand-mère. Ouais, ça t'as raison. On devrait toujours dire merci à ses grands-parents. Je ne l'ai pas fait assez. Moi, je te dis merci à toi. C'était un vrai bonheur. T'hésites pas. Dès que tu sors un nouveau bouquin, tu m'envoies un message. Je me ferai un plaisir de le relayer. D'abord, je me ferai un plaisir d'abord de le lire. Oui. Je vais le faire, promis. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Ciao. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, faitufrette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas @ ou @, on dit
gmail.com. Bah, j'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faistufrette, FAISTUFRE2TE, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.